Probablement l'une des analyses les plus importantes que j'ai jamais eu à faire sur cette chaîne, parce que nous sommes en train de vivre en temps réel l'un des moments les plus dangereux de l'histoire géopolitique récente, et la grande majorité des gens ne le réalisent pas encore. Il y a quelque chose de profondément inquiétant dans la situation actuelle autour de l'Iran, et ce n'est pas simplement parce que les tensions sont élevées, les tensions ont toujours existé au Moyen-Orient, mais parce que la logique même qui gouverne les décisions américaines s'est effondrée, et qu'il ne reste plus que de l'improvisation, de l'ego politique et des agendas cachés qui n'ont rien à voir avec la sécurité nationale américaine. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi, étape par étape, avec la rigueur que ce sujet exige. Depuis plusieurs semaines, j'ai eu l'occasion d'écouter et d'analyser les déclarations d'experts militaires, de généraux, de politologues, d'anciens secrétaires à la défense, et ce qui est frappant, c'est le consensus qui se dégage de toutes ces voix pourtant très différentes les unes des autres. Tous disent la même chose. Les États-Unis sont en train de perdre la bataille stratégique contre l'Iran. Non pas parce que l'Iran est une superpuissance militaire au sens classique du terme, mais parce que l'Iran joue aux échecs pendant que Washington joue aux dames. L'Iran a compris depuis longtemps que la victoire ne se mesure pas au nombre de bombes larguées ou de missiles tirés, mais à la capacité de faire durer un conflit, de disperser les ressources de l'adversaire, de multiplier les fronts, de rendre le coût humain et économique insupportable pour la puissance attaquante. C'est une stratégie asymétrique parfaitement rodée et elle fonctionne. Pendant ce temps, l'administration américaine actuelle court dans tous les sens, sans doctrine claire, sans objectif défini, sans vision à long terme, comme un poulet sans tête, pour utiliser une métaphore qui n'est pas très élégante, mais qui est terriblement précise. Et pendant que Washington improvise, quelqu'un d'autre prend les décisions. Ce quelqu'un, c'est Benjamin Netanyahou. Je vais être très direct là-dessus parce que c'est une réalité que beaucoup de commentateurs refusent de nommer clairement. Ce n'est pas de l'antisémitisme, ce n'est pas de l'antisionisme, c'est simplement de la géopolitique factuelle. Netanyahou a un agenda qui lui est propre. Un agenda qu'il a d'ailleurs exprimé publiquement à plusieurs reprises, et cet agenda ne coïncide pas nécessairement avec les intérêts stratégiques des États-Unis, ni avec ceux des populations de la région. Il rêve d'une recomposition totale du Moyen-Orient, d'un affaiblissement radical et permanent de l'Iran au point d'en faire un État défaillant, un failed state, et d'une extension de l'influence israélienne qui va bien au-delà des frontières reconnues. Il a lui-même déclaré sans aucune ambiguïté qu'il attend ce moment depuis 40 ans. 40 ans. Réfléchissez à ce que cela signifie. Cela signifie que toutes les négociations, tous les accords, tous les processus diplomatiques qui ont jalonné ces 4 décennies n'étaient, dans son esprit, que du théâtre. Une manœuvre dilatoire pour gagner du temps, pour affaiblir progressivement l'adversaire, pour créer les conditions d'une offensive finale. Et le plus bouleversant dans tout cela, c'est que l'Iran avait fini par accepter les conditions les plus strictes jamais imposées dans l'histoire des négociations nucléaires. 0 stockpile d'uranium enrichi. 0. C'était la demande maximale, la plus rigide, celle que personne ne pensait réellement voir acceptée. Et ils l'ont acceptée. Ils ont dit oui. Pensez à ce que représente une telle concession sur le plan politique intérieur iranien. Pour un régime qui a fondé une partie de sa légitimité sur la résistance à l'impérialisme occidental, accepter de renoncer à toute capacité d'enrichissement nucléaire, c'est un sacrifice politique énorme, une humiliation publique consentie dans l'espoir d'obtenir en retour un allègement des sanctions et une normalisation des relations. C'est le signe que, contrairement à ce que l'on vous dit en boucle sur les chaînes d'information, il y avait bien à Téhéran des acteurs prêts à faire la paix, des gens qui voulaient sortir leur pays de l'isolement et ouvrir une nouvelle page. Et malgré cela, ils ont été attaqués.
Ce moment-là, pour moi, efface définitivement la fiction selon laquelle la question nucléaire était au cœur des préoccupations américaines et israéliennes. Le nucléaire était un prétexte, un habillage rhétorique pour justifier une politique dont les véritables objectifs étaient autres. La vraie question n'a jamais été le programme nucléaire iranien. La vraie question, c'est la domination régionale, la restructuration des équilibres de pouvoir et la neutralisation définitive du seul acteur capable de résister à l'hégémonie américano-israélienne au Moyen-Orient. Maintenant, parlons de ce qui se passe sur le terrain militaire, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment alarmantes. Les frappes américaines sur les champs pétroliers et gaziers iraniens représentent une escalade d'une gravité extraordinaire. Je veux que vous compreniez bien ce que cela signifie stratégiquement. Quand vous bombardez les infrastructures énergétiques d'un pays, vous n'êtes plus dans la dissuasion, vous n'êtes plus dans la pression économique graduelle, vous êtes dans la destruction systématique des capacités vitales de cet État. C'est une ligne que très peu de conflits avaient franchie aussi ouvertement depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une ligne qui, une fois franchie, rend la désescalade extraordinairement difficile. Parce que, de l'autre côté, la question n'est plus de savoir si vous voulez négocier ou non, la question est de savoir si vous pouvez encore vous permettre de négocier sans perdre toute crédibilité aux yeux de votre propre population. Voilà pourquoi la suggestion de certains analystes qui disent que les États-Unis doivent maintenant négocier est, pour l'instant, largement déconnectée de la réalité. Avec qui allez-vous négocier ? La personne qui incarnait la modération relative dans le système iranien, celle qui avait la légitimité politique et la crédibilité stratégique pour engager des négociations sérieuses avec l'Occident, a été assassinée. Je parle de Soleimani, bien sûr, l'architecte de la stratégie régionale iranienne, dont l'élimination a été présentée comme une victoire, mais qui a en réalité privé Washington de son seul interlocuteur capable d'honorer un accord. Après son assassinat, les éléments les plus radicaux, les plus durs, les moins enclins au compromis, ont consolidé leur emprise sur le système. Et l'Iran a également pris une décision structurelle majeure, décentraliser son architecture de pouvoir. Ce que cela signifie concrètement, c'est que même si vous parvenez à conclure un accord avec une faction du gouvernement iranien, d'autres factions gardent la capacité opérationnelle de poursuivre les attaques. Vous ne pouvez plus acheter la paix en signant un papier avec quelqu'un à Téhéran. Le système a été conçu pour résister exactement à ce type de pression extérieure. C'est une stratégie brillante du point de vue de la résistance. C'est un cauchemar du point de vue de la négociation. Et dans ce contexte, ce que certains décideurs américains envisagent maintenant, ce qui est discuté ouvertement dans les couloirs du pouvoir à Washington, dépasse l'entendement stratégique. On parle d'une invasion terrestre. Je répète, d'une invasion terrestre de l'Iran, un pays de 90 millions d'habitants, l'un des plus grands territoires du Moyen-Orient, gouverné par un régime certes autoritaire, mais qui bénéficie d'un soutien populaire réel dès lors que le pays est menacé de l'extérieur, comme le démontre l'histoire moderne de l'Iran à plusieurs reprises. Un pays qui dispose d'une armée aguerrie, de milices décentralisées, d'un terrain montagneux extraordinairement difficile pour les forces conventionnelles et d'une expérience directe de ce que signifie résister à une invasion. Rappelons-nous la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans et coûté des centaines de milliers de vies. Les généraux américains qui ont analysé ce scénario sont unanimes. C'est faisable au sens purement technique du terme. Oui, les États-Unis ont 2 millions de soldats en uniforme et une puissance de feu sans équivalent. Mais le coût humain serait catastrophique. Et je veux insister sur ce mot, catastrophique.
pas simplement élevé, pas simplement douloureux, mais d'une ampleur qui changerait durablement le visage de la société américaine, comme le Vietnam l'a changé, comme l'Irak l'a changé, mais dans des proportions très supérieures, parce que l'Iran n'est ni le Vietnam ni l'Irak, ni en termes de population, ni en termes de territoire, ni en termes de capacité militaire, ni en termes de soutien régional. On parle de milliers de soldats américains morts dans les premiers mois, potentiellement de dizaines de milliers si l'opération s'enlise, comme toutes les invasions du Moyen-Orient ont tendance à s'enliser, et l'histoire ne nous offre pas un seul exemple d'une invasion réussie dans cette région qui ait abouti à une stabilité durable. Et pour quel résultat? C'est la question que personne dans l'administration ne semble être capable de répondre avec cohérence. Mais ce qui m'inquiète davantage encore que la discussion stratégique, c'est la guerre que l'on mène simultanément contre le langage et contre la logique. Parce que pour préparer l'opinion publique à l'inacceptable, il faut d'abord déformer les mots jusqu'à ce qu'ils ne signifient plus rien. C'est un processus que George Orwell avait décrit avec une précision prophétique et que nous voyons se reproduire sous nos yeux avec une impudence sidérante. Des représentants élus du Congrès américain, des gens censés exercer un contrôle démocratique sur les décisions militaires, sortent publiquement et affirment que déployer 2500 Marines sur une île stratégique appartenant à l'Iran, une île d'où l'Iran exporte 90% de son pétrole, ne constitue pas des troupes au sol. Ce n'est pas des boots on the ground, des soldats américains en uniforme